Donc bonjour à chacun d'entre vous et merci de participer à ce nouveau webinaire organisé par Assess First sur la thématique du recrutement des profils atypiques. Donc on va voir ensemble comment vous pouvez recruter de façon plus inclusive. Donc je vais commencer par me présenter rapidement. Donc je suis David Bernard, donc je suis business psychologist, c'est-à-dire psychologue du travail pour faire simple. Je suis également cofondateur et CEO d'Assess First. Donc Assess First, qui est une société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le recrutement prédictif, c'est-à-dire qu'on a créé une solution qui va permettre, comme on va le voir tout à l'heure, de prédire la capacité des personnes à réussir, mais également à être heureuses, épanouies, engagées dans le cadre des postes pour lesquels vous recrutez, ceci tout en favorisant la diversité. Je serai accompagné pour ce webinaire de l'excellent Aymeric Kubiak, qui est research psychologist au sein d'Assess First. Aymeric, peut-être si tu veux dire quelques mots? Oui, carrément. Donc moi, je suis également psychologue du travail. Donc je travaille au sein de l'équipe Sciences et Innovation d'Assess First. J'ai rejoint la société en début d'année. Et voilà, et donc Aymeric qui est à Lille, donc du fait des grèves qui n'ont échappé à personne. Donc heureusement, la technologie nous permet de tenir ce webinaire. Donc, dans un tout premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter les résultats de l'étude Assess First que nous avons conduit ces derniers mois. Donc, on a conduit une étude, comme on va le voir, pour comprendre la notion de diversité, voir comment elle était perçue à la fois par les recruteurs, mais également par les candidats. Dans un deuxième temps, je passerai la main à Aymeric qui vous parlera des différents types de diversité. On verra que la diversité n'est pas forcément un concept monolithique, mais qu'on peut l'appréhender sous différentes facettes. Et on verra que ces différents types de diversité peuvent avoir des impacts différents sur à la fois la performance, également l'engagement des collaborateurs. Ensuite, une fois que nous aurons présenté ces éléments, je reprendrai la main pour vous expliquer comment vous pouvez démarrer concrètement, c'est-à-dire dans la vraie vie, si vous souhaitez commencer à recruter de manière plus inclusive ou à le faire encore plus que ce que vous me faites aujourd'hui, quels sont les premiers pas que vous pouvez faire avec Assess First. Alors, tout d'abord, l'étude Assess First. Donc, c'est une étude que nous avons conduite entre septembre et octobre de cette année. Donc, nous avons pu interroger 2782 personnes. Et donc, on s'est intéressé à la fois au point de vue des recruteurs sur la question de la diversité, mais comme on va le voir également, au point de vue des candidats. Donc, la première chose qui est intéressante de noter, c'est qu'on s'est rendu compte que 96% des recruteurs qui ont été interrogés pensent que la diversité est un facteur qui est important, qui a un vrai impact sur le succès d'une entreprise. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et ils étaient même 50% à estimer que la diversité avait un caractère crucial. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réussir si on n'avait pas une entreprise, des équipes qui étaient diversifiées. La première question qu'on leur a posée, tout d'abord, c'est quels sont les problèmes que vous rencontrez lorsque vous devez recruter? Donc là, c'est intéressant. On a pu avoir différents types de facteurs qui ont été mis en avant. Donc, l'un d'entre eux était les prétentions salariales, donc des candidats qui étaient parfois en décalage avec les moyens qui étaient alloués par les entreprises. Donc ça, pour près d'un tiers des personnes. 3 recruteurs sur 10 nous ont fait part de difficultés de communication avec les managers, donc qui touchaient principalement sur la définition des profils qui étaient recrutés. En tant que recruteur, vous connaissez tous ça, donc le manager qui va chercher à recruter le mouton à 5 pattes. Les budgets trop faibles, budgets jugés trop faibles pour un quart des recruteurs. Et enfin, l'expérience candidat qui pouvait être perçue comme étant discutable, pas forcément hyper attractive, pas forcément toujours très fluide, qui pouvait avoir tendance à décourager certains candidats de poursuivre le processus de recrutement. Mais ça, donc on a quatre facteurs qui peuvent jouer, mais c'est rien face au manque de candidats. Pour 60% des candidats, 3 sur 5, c'est vraiment ce qui les empêche de mener à bien leur mission de recrutement. Il n'y a pas assez de candidats. Parallèlement, on se rend compte que 61% des recruteurs estiment n'avoir jamais recruté de profil atypique. Alors, c'est vrai que ça nous a un peu questionné parce qu'on se dit, il n'y a pas assez de candidats. En même temps, je ne m'intéresse pas forcément au profil atypique. En tout cas, c'est peut-être pas un manque d'intérêt, mais je n'ai jamais recruté de personnes qui rentraient dans ce scope-là.
c'est vrai que ça peut surprendre. Ensuite, nouvelle question, donc c'est quoi pour vous un profil atypique? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien candidats que recruteurs se retrouvaient. Donc les 5 aspects qui marquaient le plus un profil atypique, c'était donc les expériences variées. Donc là, pour 75% des recruteurs versus 50% des candidats, 52% des candidats. Ensuite, le fait que les candidats aient eu des réorientations professionnelles dans le cadre de leur carrière. Les arrêts, plus ou moins longs. Donc, un arrêt, ça peut être pour prendre une année sabbatique, pour, je sais pas moi, partir en voyage pendant 6 mois, pendant un an. Donc, difficile à expliquer pour les, pour les candidats parfois, et ça pouvait parfois rebuter certains recruteurs. Le fait d'avoir eu un parcours scolaire peu classique, donc pour 42% des recruteurs, ou encore le fait d'exercer un métier passion. Pour, là, encore une fois, à peu près 40%, 38% exactement des recruteurs qui considèrent que ça constitue un profil atypique. À côté de ça, il y a certains autres facteurs qu'on avait proposés, et on s'est rendu compte que souvent, quand on parle justement de diversité, quand on parle de recrutement plus inclusif, voire de discrimination, ce sont typiquement ces critères qui nous viennent à l'esprit. Donc, ça peut être l'orientation sexuelle, les questions liées au genre, l'origine ethnique des candidats, l'âge ou encore le handicap. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que ces critères n'étaient pas spécifiquement ceux auxquels les recruteurs pensaient le plus quand on parlait de profil atypique. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, donc orientation sexuelle 5%, le genre 7%, l'origine ethnique 9%, l'âge 18% et handicap 22%. Donc, on a l'âge et le handicap quand même qui constituent des critères qui caractérisent le profil atypique pour à peu près un recruteur sur 5. Mais on voit en fait que ces critères qui marquent une diversité plus visible, entre guillemets, eh bien, ne sont pas forcément ceux qui caractérisent le profil atypique côté entreprise, côté recruteur. Autre question, qu'est-ce qui rend compliqué chez vous le recrutement de profils atypiques? Donc là, facteur numéro 1, la communication avec les managers. Donc, selon les recruteurs, donc notamment dans les réponses libres, ils nous ont fait part du fait que certains managers n'étaient pas forcément toujours très ouverts au recrutement de profils atypiques. Le manque de candidats pour un quart des recruteurs, les budgets qui ne permettent pas de cibler spécifiquement ce type de population, prétentions salariales pour 14%, et enfin, expérience candidat discutable, donc qui ne permet pas d'attirer des profils qui sortent un petit peu du cadre. Avez-vous déjà mis en place des solutions pour diversifier les profils que vous recrutez? Donc là, on a un peu plus d'un tiers des entreprises qui déclarent que c'est déjà mis en place. Donc, elles ont déjà mis en œuvre soit des solutions, soit organisé des événements, mis en place des partenariats avec des associations pour favoriser la diversité et la sélection de profils moins conventionnels, moins classiques. Pour 20% des entreprises, c'est en projet ou c'est en cours. Et on a quand même un bon 45%, donc quasiment la moitié des entreprises qui considèrent que soit rien n'a été fait, voire ça n'est même pas en projet. Ensuite, question suivante, est-ce que vous avez un budget qui est dédié à la diversification des profils que vous souhaitez cibler, que vous souhaitez recruter? Là, c'est un non écrasant pour près de 9 entreprises sur 10, donc qui déclarent ne pas avoir de budget spécifique dédié à la diversification des recrutements. Quelles actions maintenant avez-vous mis en place ou souhaiteriez-vous mettre en place? Donc, on a l'organisation d'événements spécialisés. Donc, ça peut être des forums, ça peut être participer à des salons, organiser des événements donc pour un tiers des entreprises. Pour 43%, ça passerait par la mise en place de partenariats avec des associations, donc spécialisées notamment dans le recrutement inclusif. Et enfin, 47%, soit près d'une entreprise sur deux qui souhaite prendre en compte davantage les soft skills des candidats dans le cadre du processus de recrutement et de sélection. Côté candidat maintenant, est-ce qu'ils estiment que le côté atypique de leur profil a influencé leur carrière? Donc là, on a un tiers des candidats qui pensent qu'en effet, le fait d'être un profil atypique a pu jouer sur à la fois soit leur recrutement, soit la façon dont ils ont évolué dans l'entreprise. Donc, pour la moitié d'entre eux, ça concerne le fait de pouvoir trouver une offre adéquate. Donc, j'ai un profil qui sort un peu des clous, donc c'est compliqué de trouver une offre qui va me correspondre. La façon dont l'entretien s'est déroulé, pour 4 candidats sur 10, un peu plus d'un tiers donc, considère que le fait d'être un profil atypique rend leur candidature moins désirable. 35%, un tiers là également, considère que ça a pu jouer
sur les possibilités d'évolution qui leur ont été proposées une fois dans l'entreprise. Et 3 candidats sur 10 considèrent que le fait d'être un candidat atypique fait qu'ils ont eu peut-être moins de réponses à leur candidature. Est-ce que vous pensez que les entreprises évitent de recruter des profils atypiques? Donc là aussi, c'est 64%, soit près de 2/3 des candidats qui considèrent que ça joue et que les entreprises évitent de recruter des profils atypiques. Et quand on leur demande pourquoi, à votre avis, les candidats pensent que c'est d'une part peur de commettre des erreurs de recrutement. C'est vrai que quand on recrute un profil atypique, on n'est pas dans les critères classiques. Donc du coup, est-ce que le recruteur va oser? Non, pour eux, non déjà. Et pour la moitié d'entre eux, c'est parce qu'ils ont peur de se planter. 42% pensent que les entreprises n'ont pas forcément une culture qui favorise la diversité et l'ouverture à des profils moins classiques. Et enfin, 4 candidats sur 10 pensent que les entreprises ont tendance à cloner. Est-ce que ces barrières, selon vous, est-ce que c'est à l'entreprise de les faire tomber ou est-ce que c'est à vous de les contourner en tant que candidat? Donc là, on a un gros 50-50. Donc 50% considèrent que c'est à l'entreprise de mettre en place des actions, de mettre en place des dispositifs qui vont favoriser l'ouverture à des profils moins classiques. 50% de candidats qui considèrent que c'est à eux de s'adapter. Donc voilà pour les premiers résultats de cette enquête. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons publier les résultats complets de l'enquête très prochainement. Donc vous pourrez les retrouver notamment sur LinkedIn ou dans notre newsletter, si jamais vous êtes déjà abonné à notre newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte LinkedIn, je vous invite à suivre la page d'Assess First. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Aymeric qui va pouvoir vous parler des différents types de diversité qui existent. Oui, le temps de partager l'écran. Hop, parfait. Donc, comme l'a montré David à travers la présentation des résultats, on observe aujourd'hui que 96% des recruteurs pensent que la diversité est importante pour le succès de leur entreprise. Et donc, il va être ultra important de comprendre comment cette diversité impacte l'entreprise et surtout de comprendre quelle différence fait une différence. Donc, plus précisément, quelle différence en termes de diversité va faire une différence dans vos équipes, dans votre entreprise et sur vos résultats. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va distinguer 3 grands types de diversité. Donc, en fonction des études, vous allez pouvoir en retrouver d'autres, mais ceux-là sont les plus consistants et les plus couramment cités. Donc, le premier type de diversité, c'est la diversité de surface ou la diversité visible. Donc, plus précisément, elle va correspondre aux différences qui sont immédiatement observables, donc à l'œil nu, aux différences qu'on ne va pas pouvoir changer et des différences qui vont être faciles à mesurer. Donc, David a cité tout à l'heure, mais donc on va retrouver des facteurs tels que le sexe de la personne, son âge, ses capacités physiques ou encore son origine ethnique. Donc, c'est vraiment toutes les différences qui vont être observables. Le second type de diversité qu'on va trouver, c'est la diversité qu'on va appeler moyenne ou de connaissance. Donc là, vous l'aurez compris, on passe à un niveau d'identification qui est un peu plus compliqué. Et typiquement, c'est les informations que vous allez pouvoir retrouver sur le CV d'une personne. Donc les entreprises qu'elle a fréquentées, les écoles par lesquelles elle est passée ou encore ses connaissances métiers. Et le troisième type de diversité, donc la diversité profonde ou invisible. Donc là, vous l'aurez encore compris, on passe à un niveau de diversité et d'information qui n'est pas observable à l'œil nu, ni dans le CV de la personne. Et donc, il va s'agir d'une diversité plus d'ordre psychologique qui va correspondre à des facteurs comme la personnalité, le style cognitif de la personne, son style d'apprentissage ou encore ses capacités de raisonnement. Et quand on s'intéresse à l'impact de ces différentes diversités sur l'efficacité d'une équipe ou de votre entreprise, on se rend compte qu'il y a un vrai problème. D'un côté, quand on s'intéresse à la récurrence de ces diversités, donc par récurrence, on entend la prépondérance ou l'importance qui est accordée à un type de diversité, on va se rendre compte que déjà la diversité de surface est la plus récurrente, donc la plus citée dans le discours des gens. Ensuite, la diversité moyenne et enfin la diversité profonde. Donc aujourd'hui, vous prenez un passant lambda dans la rue, vous lui demandez pour lui c'est quoi la diversité et il y a de fortes chances qu'il vous les cite dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté. Et donc au final, c'est quelque chose d'assez logique car comme je vous l'ai expliqué, la diversité de surface est immédiatement visible. Donc là où il y a un problème par contre, c'est quand on compare cette récurrence à l'impact objectif de chaque diversité. Et donc là, on se rend compte que l'effet est totalement inversé.
Donc, les facteurs de diversité de surface, donc origine ethnique, sexe, etc., vont avoir un impact faible, voire parfois inexistant selon les études. La diversité moyenne, comme son nom l'indique, va avoir un impact moyen, et la diversité profonde va avoir un impact fort et consistant à travers les études. Donc, il est vraiment urgent de faire un focus sur cette dernière, en comprenant comment la personnalité et le style cognitif d'un individu peuvent vous aider à construire des équipes qui vont être efficaces. Donc, pour entamer ce travail, je vais vous parler d'une petite étude qui a été réalisée dans les années 60 par Richard Hoffman, donc à l'Université du Michigan, et qui a été reproduite de nombreuses fois depuis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a conduit différentes simulations sur deux types d'équipes. D'un côté, des équipes dites homogènes, donc où les participants avaient des personnalités qui étaient semblables, et des équipes dites non homogènes ou hétérogènes, où les participants avaient des personnalités différentes. Et donc, il leur a proposé deux exercices sur des périodes de temps espacées. Le premier exercice, donc un exercice de résolution de problèmes en temps de guerre, où les individus devaient traverser une rue minée de manière sécurisée, rapide et sans laisser de traces, donc passer d'un point A à un point B avec différents types de matériel à leur disposition. Et le second exercice, qui était un jeu de rôle orienté sur de la résolution de conflits et la recherche d'une solution acceptable pour tous les acteurs. Et donc, pour chaque exercice, pour chaque équipe, on a mesuré deux indicateurs d'efficacité différents. Donc, déjà, des indicateurs qui étaient liés à la performance objective ou à la production. Donc, concrètement, la qualité du travail, est-ce que l'équipe arrive à la solution recherchée et la plus logique? La quantité de travail, donc c'est-à-dire le nombre de propositions qui ont été proposées par l'équipe, le nombre d'idées innovantes ou nouvelles qui étaient proposées, donc là, les idées qui n'avaient pas été proposées par d'autres groupes, ou encore la rapidité d'exécution dans la résolution de problèmes. On a aussi mesuré des indicateurs d'efficacité sociale. Donc, typiquement, est-ce que la cohésion dans l'équipe était bonne? Est-ce que les membres étaient satisfaits de cette expérience en groupe? Ou encore, est-ce qu'ils étaient, à la fin de l'exercice, tous d'accord avec la solution finale qui était proposée? Et la différence entre les résultats des équipes homogènes et non homogènes est assez flagrante. En moyenne, dans les équipes non homogènes, donc qui étaient variées en termes de personnalité, on a observé qu'elles proposaient une qualité de travail qui était 42% supérieure. Donc, la note attribuée à la solution par un jury externe était en moyenne 42% supérieure. Pareil pour la quantité de travail, donc le nombre de propositions qui étaient faites, donc en moyenne 42% supérieur. Le nombre d'idées nouvelles et innovantes, donc qui était en moyenne 88% supérieur. Et enfin, la rapidité d'exécution pour résoudre le problème, donc qui était 113% supérieure. Donc, pour ceux qui veulent des chiffres un peu plus concrets, les équipes non homogènes, elles parvenaient à une solution en 22 minutes en moyenne, contre 46 minutes pour les équipes homogènes. Donc, comme on le voit ici avec la synthèse des indicateurs, une forte hausse de la performance opérationnelle de la production, mais un décalage qui est assez marqué avec la performance sociale, puisque, grosso modo, on observe dans les équipes non homogènes, donc variées en termes de personnalité, une baisse d'environ 15% donc en moyenne de la satisfaction des membres. Donc, au final, on se retrouve avec une productivité qui est boostée, mais une qualité de vie dans l'équipe, une qualité de travail et de satisfaction qui va être moins importante. Donc, forcément, vous allez me dire, c'est peut-être pas un bon plan. Donc, déjà, avant de s'intéresser à comment contrôler cet effet sur la satisfaction, tout en maximisant les gains qu'apporte la diversité en termes de production, est-ce que cet effet ou cette contradiction dans les résultats est normale? Donc, la réponse, elle est simple et c'est oui. Donc, en psychologie, on parle du principe de similarité. Globalement, on est tous attirés par ce qui nous ressemble. Donc, la similarité, c'est vraiment une sorte d'aimant social qui va créer toutes sortes de relations. Donc, les gens vont se marier avec des personnes qui leur ressemblent, ils vont rejoindre des groupes d'amis qui sont similaires. Et donc, en étant proche de personnes qui partagent nos comportements, nos valeurs, ça va en quelque sorte nous rassurer dans le fait que nos croyances sont légitimes et elles sont justes. Et donc, à l'inverse, ne pas aimer une personne qui est similaire à nous, ça va nous mettre dans une position d'inconfort psychologique qui sera compliquée à gérer sur le long terme. Et donc, on a tous naturellement une tendance à rechercher une certaine forme d'homogénéité ou d'homophilie dans nos groupes. Et c'est pour cette raison que les groupes où les individus ont des personnalités homogènes, donc comme dans l'étude d'Hoffman, ils vont avoir tendance à présenter des niveaux de cohésion et de satisfaction envers le résultat qu'ils ont produit qui seront plus importants. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est une conception qui est totalement biaisée de la réalité. On va prendre un petit exemple avec une équipe qui est composée de Colm, Chris, Ikram, Elina, David et Noémie.
Donc, pour l'exemple, on va se dire que ça fait quelques années qu'ils bossent ensemble et donc qu'ils se connaissent bien. Et le jour où vous allez vouloir intégrer un nouveau collaborateur, donc Samy par exemple, vous allez faire face à deux situations différentes. Donc, première situation, Samy a un profil similaire en termes de personnalité et de style cognitif. Donc, ça veut dire que par rapport à la moyenne du groupe, il est assez représentatif. Donc, dans ce cas, quand on va demander aux membres d'évaluer leur performance, donc leur performance perçue, ils vont nous dire que en intégrant Samy, on a boosté notre performance. Et par contre, quand on va aller mesurer dans cette même équipe, donc avec l'intégration de Samy, la performance réelle, donc avec des facteurs objectifs, on va se rendre compte que la performance réelle a chuté. Et deuxième cas, donc on intègre toujours Samy, mais cette fois-ci, Samy a un profil complémentaire et différent. Et dans ce cas, c'est totalement l'inverse qui va se passer. Donc, les membres vont percevoir leur efficacité comme largement moins bonne, alors qu'en réalité, elle sera optimisée. Alors comme ça, vous allez me dire que c'est compliqué de gérer parce qu'on adresse des mécanismes psychologiques et inconscients de la personne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut construire une diversité qu'on va qualifier d'intelligente dans les entreprises. Donc, par diversité intelligente, on entend une diversité qui va être basée sur des facteurs profonds, donc personnalité, style de raisonnement, style cognitif, et qui va maximiser les gains possibles en termes de production, tout en maximisant également les gains en termes de cohésion et de satisfaction, donc à l'inverse des résultats qu'on a pu voir juste avant. Et ça va passer par la construction de deux grands types de compatibilité entre les personnes. La première, c'est la compatibilité de valeurs. Alors, construire une compatibilité de valeurs dans vos équipes, ça veut dire quoi concrètement? Nos personnalités au travail, elles peuvent être différentes et complémentaires, donc on le verra juste après. Mais ce qui est le plus important pour arriver à une cohésion dans vos équipes, ça va être les motivations que les équipiers partagent en commun. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'entend généralement mieux avec des personnes qui ont à peu près les mêmes moteurs que les nôtres. Donc concrètement, si vous faites travailler ensemble deux collaborateurs qui ont des personnalités différentes et des motivations totalement opposées, ça va être compliqué et il y a peu de chances que la collaboration perdure sur le long terme. Si vous associez deux collaborateurs qui ont les mêmes personnalités, les mêmes motivations, forcément, ils vont s'entendre à merveille. Et ça sera très naturel pour eux de travailler ensemble, mais le résultat de cette collaboration sera sans doute pas le plus efficace. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de promouvoir la diversité au niveau de la personnalité, tout en trouvant quelques points d'ancrage au niveau des motivations que les gens partagent. Donc, s'ils sont en face sur la culture de l'équipe, la façon dont les choses doivent avancer, donc s'ils ont vraiment un modèle mental de l'équipe qui est commun, peu importe la diversité au final dans leur profil, dans leur personnalité, leur association sera productive, satisfaisante et pérenne. Un petit exemple personnel là-dessus, si je compare mon profil à celui de Romain, donc Romain qui est sales chez nous, chez Accessource, on va se rendre compte que nos profils ne sont pas hyper similaires et que la façon dont on va se comporter au quotidien n'est pas tout à fait pareille. Par contre, si on approfondit l'étude, on va se rendre compte qu'au niveau des aspirations, on a des aspirations qui sont assez convergentes et on va avoir tendance à être mis en mouvement par les mêmes moteurs. Et aujourd'hui, vous voyez, malgré cette distance au niveau de la personnalité, c'est sans doute l'une des personnes avec qui je travaille le mieux chez Assessors et avec qui l'association est la plus productive, car justement, on arrive à transformer nos différences en complémentarité par le fait qu'on soit alignés sur une même vision et qu'on ait des aspirations qui soient assez proches. Et le deuxième type de compatibilité à construire, c'est une compatibilité de rôle. Donc, comme on l'a vu en ce qui concerne la personnalité, si une certaine communauté peut faciliter la relation, il peut aussi être bénéfique d'évoluer avec des personnes qui présentent des habitudes comportementales différentes. Et donc, pour donner un exemple, il pourrait être bénéfique pour une personne qui n'a pas forcément envie de prendre le lead dans la relation, qui a plus envie d'avoir des tâches bien définies, d'évoluer aux côtés d'une personne qui possède naturellement un leadership plus affirmé parce qu'elles vont bien se compléter. Et donc, pour ça, il faut encore savoir quel type d'associations vont être complémentaires parce que toutes les associations ne sont simplement pas complémentaires. Et dans les études qu'on a pu faire chez Assessors, on va distinguer 8 grandes compétences ou 8 grands rôles qui vont être complémentaires en termes de diversité au sein des équipes et qui vont être source de productivité sous réserve, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une compatibilité de valeurs. Donc, ces rôles, il y a 2 grandes familles, donc ceux qui vont être orientés sur la tâche, donc typiquement les collaborateurs qui vont faire avancer les projets, ou alors ceux orientés sur la relation, donc les collaborateurs qui vont faire du lien et faciliter les interactions.
Donc, parmi ces rôles, comme j'ai dit, on va en retrouver 8. Donc, par exemple, le doer qui va avoir tendance à travailler de précision, avoir une forte rigueur et être ultra performant dans la finalisation de tâches. Les profils innovateurs qui vont produire facilement de nouvelles idées et penser en dehors du cadre. Les profils analystes qui appréhendent facilement la complexité, qui apprécient de travailler sur des concepts et qui, en général, vont avoir de fortes capacités de raisonnement. Les profils challengers qui, eux, prennent facilement des initiatives et vont saisir les opportunités. Les leaders, donc bien connus et qui vont donner le cap à l'équipe. Les team players, orientés sur la relation, qui vont chercher à investir tout le monde. Les connecteurs, qui, eux, vont créer du réseau dans l'équipe, mais aussi à l'extérieur de l'équipe, donc qui vont permettre à votre équipe de partager les résultats avec d'autres. Et enfin, les profils plus orientés sur l'adaptation, donc typiquement des caméléons, qui vont avoir une forte capacité d'adaptation, que ce soit au niveau d'un environnement, d'un contexte ou aussi dans leurs relations. Donc aujourd'hui, construire une diversité dans vos équipes qui va être orientée sur ces différents rôles, ça vous donnera un avantage certain. Et ce que nous disent les études, c'est que l'absence d'un de ces rôles dans votre équipe sera hyper dommageable et donc il est nécessaire qu'ils soient tous représentés, donc forcément à des proportions différentes selon le type d'activité que l'équipe va devoir gérer. Par exemple, dans une équipe innovation, forcément, on va attendre plus de personnes qui ont cette faculté à innover. Alors bien sûr aussi, je le précise, une personne peut avoir plusieurs rôles et donc il n'est pas obligatoire d'avoir 8 personnes dans l'équipe pour qu'elle fonctionne bien. Mais donc travailler là-dessus, donc en repérant précisément pour chaque individu, donc par exemple là David, les compétences qu'il va apporter et celles qu'il ne va pas apporter, et en étudiant leur équilibre et leur complémentarité au niveau collectif, ça vous donnera accès vraiment à tous les bénéfices que vous pouvez tirer de la diversité profonde. Mais donc du coup, pour faire ça et donc identifier ce qui est invisible, il vous faut les bons outils, il vous faut les bonnes méthodes. Il vous faut savoir précisément ce que la personne peut faire, ce qu'elle veut faire, comment elle va le faire. Et donc, je vais repasser la main à David qui va vous apporter des précisions à ce sujet. Merci Émeric, merci infiniment. Donc, je vais juste repartager mon écran. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer justement comment au travers d'Assess First, vous pouvez favoriser cette diversité tout en étant en capacité justement à constituer des équipes qui vont pouvoir être performantes sur la durée. Donc, comment démarrer concrètement? Très simple. Donc, tout d'abord, petit rappel, la promesse qu'on fait à nos utilisateurs, c'est laquelle? C'est de leur permettre d'identifier parmi l'ensemble de leurs candidats ou de leurs collaborateurs en interne, quels sont celles et ceux qui auront les plus fortes probabilités donc, à la fois de réussir, parce que c'est important, lorsqu'on recrute une personne, c'est avant tout pour qu'elle puisse exécuter les tâches pour laquelle vous la recrutez, mais également capacité à prédire la faculté de la personne à être heureuse et engagée sur la durée. Parce que recruter une personne qui pourrait réussir mais qui partirait prématurément, au final, ça n'aurait pas de sens. Et donc, pour ceci, on va s'appuyer sur l'évaluation du potentiel des individus, le potentiel qu'on va qualifier comme étant la combinaison unique de 3 facteurs clés. Donc, tout d'abord, le style cognitif de la personne, la manière dont elle pense, le type de problème qu'elle est en capacité à résoudre, la vitesse à laquelle elle va raisonner. Donc là, c'est ce qu'on appelle le raisonnement, les aptitudes. Ensuite, on a ce qu'elle veut faire, quels sont ses moteurs, ses valeurs, qu'est-ce qui va la mettre en mouvement, qu'est-ce qui compte pour elle. Et enfin, sa personnalité, qu'on entend comme étant la colonne vertébrale psychologique des individus et qui va déterminer à la fois les comportements de la personne en situation normale, mais également en situation de stress. Donc, pour pouvoir anticiper de manière fiable chacun de ces 3 facteurs clés, on a créé ce qu'on appelle des modules d'assessment, des petits questionnaires. Donc, on a créé Brain, par exemple, qui permet en une quinzaine de minutes de faire le point sur le style cognitif des individus. Avec Drive, en une douzaine de minutes, vous pourrez évaluer 20 facteurs de motivation, 20 piliers fondamentaux de l'engagement chez les individus. Et enfin, avec Shape, 20 traits de personnalité. Donc, c'est vrai que parfois, on peut se dire, bon, c'est sympa ces tests-là, mais après, on se retrouve avec des rapports dans tous les sens. On sait très bien, il faut faire les croisements, ça prend beaucoup de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très, très, très conscient chez Assess First du fait que vous n'avez pas de temps à perdre, que votre temps est compté. Donc, du coup, on a créé des algorithmes qui vont vous permettre, à partir du moment où un candidat a rempli toute ou partie de son profil, on va pouvoir anticiper quels sont ce que l'on appelle ses talents naturels. Donc, toutes ces tâches, ces activités, toutes ces choses qu'une personne est capable de faire
au plus haut niveau, mais tout en restant dans son naturel. Si vous voulez, c'est un peu comme, enfin, on considère que les individus, en gros, c'est un peu comme des plantes. Hein. Chaque plante a un sens de pouce. Après, on peut s'amuser à tordre la plante dans tous les sens, mais généralement, on ne va pas arriver à des résultats très convaincants. Donc, du coup, une fois qu'on a qualifié quels sont les talents naturels de chaque individu, qu'est-ce qui rend cette personne unique, eh bien, lorsqu'on parle de recrutement prédictif, on parle de rapprocher les talents naturels de chacun par rapport à ce que l'on appelle un modèle prédictif. Et un modèle prédictif, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la magie, hein. C'est un peu comme une job description, si vous voulez, mais qui se centrerait de manière spécifique sur les aspects de potentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser au parcours de la personne, au type d'école par lesquelles elle est passée, son niveau d'éducation, ses diplômes ou encore les secteurs qu'elle a pu connaître, mais on va vraiment définir les prérequis pour chaque job en termes à la fois de style cognitif, de motivation et de personnalité. L'objectif ultime du recrutement prédictif étant de pouvoir répondre pour chacun de vos candidats à 3 questions clés. La première étant, est-ce que la personne aura la capacité à faire ce job, c'est-à-dire prendre en charge les tâches, les missions qui sont associées au poste, ceci dans le cadre d'une équipe. On ne travaille pas seul, bien évidemment, enfin rarement. Donc, du coup, on pourra évaluer l'affinité, la complémentarité avec le manager en place, avec les équipes. Et enfin, ceci dans le contexte plus large de ce qui va faire la spécificité culturelle de votre entreprise. Parce que bosser chez vous, ce n'est pas la même chose que bosser chez votre concurrent ou dans une entreprise, dans un secteur qui serait totalement différent. Comment ça se passe? Côté candidat, tout d'abord, on a fait en sorte de rendre l'expérience candidat la plus agréable possible, la plus satisfaisante possible. Parce qu'on sait très bien que remplir des questionnaires, ce n'est pas la chose la plus extraordinaire qui va arriver à un candidat. Donc, on a fait en sorte de proposer justement, tout d'abord, des questionnaires qui puissent être passés rapidement, donc entre 10 et 15 minutes maximum. On est sur le développement d'une version gamifiée, par exemple des tests de style cognitif, de raisonnement. Et donc, bien évidemment, tout ceci est accessible soit depuis un ordi connecté à Internet, soit depuis n'importe quelle tablette ou mobile à partir du moment où, bien évidemment, il y a une connexion. Ensuite, pour assurer une expérience de qualité et faire en sorte d'empowerer, on va dire, les candidats, on a fait en sorte que chaque candidat qui complète son profil va automatiquement recevoir une synthèse complète sur ce qui caractérise la personne. Qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Quels sont mes talents naturels? Quels sont les comportements que j'ai tendance à privilégier? Mes points forts dans la relation aux autres, la manière de penser, le style de travail, dans la façon dont je gère mes émotions? Quels sont mes moteurs fondamentaux? C'est vrai, après tout, quand on est candidat, on ne se réveille pas forcément tous les matins en se posant des questions sur ses motivations. Donc là, ça va permettre à chaque fois au candidat d'en savoir plus sur lui, sur elle, de se ressaisir de qui il est et également, par exemple, pour apprendre à mieux parler de soi en entretien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, on a énormément de feedback ultra positif des candidats, mais également des recruteurs qui déclarent avoir des conversations de ce fait beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus approfondies avec les candidats qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc, petite nouveauté, on permet depuis quelques mois également aux candidats de pouvoir partager librement leur profil sur, par exemple, LinkedIn. Ça peut être LinkedIn, Facebook, Twitter, whatever. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a de plus en plus de candidats qui souhaitent augmenter leur profil LinkedIn d'informations concernant qui ils sont. C'est-à-dire être pris en compte pour mon parcours académique, pour mon parcours professionnel, c'est bien, mais ça ne dit pas grand-chose au final de qui je suis en tant qu'être humain, en tant que personne. Et aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne. Les candidats ont de plus en plus cette envie d'avoir une vraie cohérence entre qui ils sont et leur travail au quotidien, ce qui est tout à fait compréhensible. Après tout, on passe quand même 80 000 heures de notre vie à travailler. Donc, du coup, on a aujourd'hui à peu près, je crois que c'est 45%, 46% des candidats maintenant qui partagent leur profil sur LinkedIn. Côté recruteur, donc on a choisi d'optimiser l'expérience en recruteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un recrutement, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une campagne de recrutement à laquelle vous associerez un modèle prédictif. Donc ces modèles prédictifs, il y en a de différentes sortes. On en propose déjà 400 préparamétrés, donc qui sont ce qu'on appelle des modèles de benchmark que l'on a conçus à partir de l'analyse de plus de 5 millions de profils de professionnels en poste
dans plus de 30 pays, mais vous pouvez bien évidemment concevoir les vôtres. Concevoir les autres, donc soit en sélectionnant vous-même directement les critères que vous souhaitez intégrer. Après, petit bémol, attention quand même, parce que parfois, ça conduit plus à projeter sa représentation de ce qui est un profil qui va réussir plutôt que de s'attacher à la réalité. Mais on a créé également donc une troisième possibilité, c'est pour vous de créer vous-même vos modèles prédictifs en vous appuyant sur l'analyse de vos populations en poste. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement évaluer vos collaborateurs. Ensuite, vous pouvez rater, les évaluer sur des critères de performance, d'attitude. Et ensuite, on va pouvoir générer automatiquement un modèle prédictif que vous allez pouvoir utiliser. Là, par exemple, on a l'exemple d'une campagne de recrutement donc, avec différents types de candidats qui ont été sélectionnés. Donc là, vous voyez, on a un taux d'adéquation qui représente le pourcentage d'alignement entre le profil de personnalité, de motivation, de style cognitif de vos candidats avec les prérequis pour réussir dans le poste. Et donc, à chaque fois, vous pouvez tout simplement cliquer sur un pourcentage en particulier. Là, on peut découvrir le profil de Mélina, par exemple. On voit qu'elle correspond à 70% par rapport au profil requis, donc ce qui est plutôt très bien. Généralement, nous, la préconisation qu'on va faire, c'est de présélectionner des personnes qui sont au moins à 60% d'adéquation, parce qu'on a observé qu'on avait les plus forts taux de réussite à partir de ce niveau de matching. Et donc, si vous scrollez, si on descend un petit peu, on va pouvoir avoir le détail avec la probabilité de réussite dans le poste, probabilité d'engagement également par rapport à l'activité, l'affinité avec le futur manager, si on a intégré un manager. Et ensuite, on va superposer tout simplement le profil du candidat, de la candidate, par rapport au modèle prédictif. Donc là, vous voyez les zones vertes correspondant aux comportements qui sont attendus. Donc, on attend une personne qui est en capacité à prendre l'ascendant, qui va plutôt chercher à convaincre, donc des scores élevés en vert, fait preuve d'inventivité, s'adapte au changement. On voit que le se consulte avant de décider, on est dans un score recherché plutôt faible. Donc là, on peut voir tout simplement dans quelle mesure il y a recouvrement entre le profil de la personne et le profil attendu. On va pouvoir détailler les points forts, les points de vigilance également de la personne par rapport au poste, et on va faire la même chose en ce qui concerne les facultés cognitives de la personne et également le potentiel d'engagement. Alors, c'est vrai que souvent, quand on présente cette approche, on nous dit « bon, c'est génial, ça permet de gagner du temps, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'au final, ça ne va pas nous conduire à recruter des armées de clones, des personnes qui sont toutes les mêmes ?» Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse à cette question de la diversité, bien évidemment, le fait de cloner, ça peut être un gros problème. On s'est intéressé, par exemple, aux personnes qui collaient à 70%. On a pris des personnes et on s'est dit, tiens, on va regarder, est-ce qu'au final, il y a de la diversité? Parce que 70%, c'est quand même une grosse adéquation par rapport au modèle prédictif. Est-ce que de ce fait, on ne va pas recruter des profils qui sont tous identiques? Et donc, on a repris l'écran qu'on a vu avant, le dashboard avec le pourcentage d'adéquation de chacun des candidats, et on se centre sur ces 6 candidats. François, Mélina, Romain, Paul, Fanny et Clémence. La première chose qu'on peut observer, c'est que lorsque l'on regarde leur profil, on se rend compte qu'on n'est pas sur des profils qui sont complètement identiques. Il y a quand même déjà pas mal de diversité qu'on peut appréhender comme ça de manière plutôt intuitive en regardant simplement leur graphe. Quand on s'intéresse à l'origine, au parcours de ces personnes, on se rend compte que parmi ces 6 personnes, il y en a une qui a eu un parcours en psychologie du travail, une autre qui a fait des études de philosophie, un autre, Romain par exemple, qui est issu du monde de la finance, qui est un ancien banquier, une personne qui a étudié l'écologie, une autre le commerce international, et Clémence qui est issue du secteur de la mode, qui était une ancienne styliste. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en élargissant le scope, c'est-à-dire à partir du moment où on s'intéresse pas forcément au parcours des personnes, on se dit ok, on va mettre ces critères-là de côté, mais on va s'intéresser plus à qui sont les individus véritablement. Bien évidemment, on a une diversité en termes de personnalité, de motivation, de raisonnement, mais on a également une diversité en termes de parcours des individus. Donc, comme on peut le voir, donc là, on a projeté ensuite ces 6 personnes sur ce qu'on appelle des cartes comportementales. Donc, bien évidemment, il y a un modèle prédictif derrière, donc il y a quand même certains critères sur lesquels ils vont se retrouver. On regarde par exemple dans l'investissement dans le travail, ce sont des personnes qui ont plutôt un investissement qui est très fort.
Également, du point de vue de la gestion des émotions, on a des personnes avec un très fort enthousiasme. Mais lorsqu'on est sur d'autres critères, comme par exemple la manière d'entrer en relation avec les autres, c'est-à-dire le style relationnel, on se rend compte qu'il y a aussi bien des personnes très sociables, certaines qui ont un style amical, des personnalités plus réservées, voire une personnalité qui est carrément en retrait. Donc, pour autant, on s'est rendu compte que ça n'avait pas d'impact sur la réussite au travail dans le poste de sales et chez Assessor. Donc, du coup, on a pu introduire la diversité de ce point de vue. On a également dans le mode de collaboration, donc on voit qu'il y a quand même une capacité d'assertivité qui est soit moyenne, soit élevée, mais par contre, on a des personnes qui sont très consultatives, d'autres qui ont une approche plutôt directive, des personnalités très indépendantes. Dans la capacité de remise en cause, là aussi, on a des personnes avec une très forte ouverture d'esprit, d'autres qui sont plus sélectives, plus arrêtées. Dans la façon de gérer le stress, donc là, on voit qu'il y a en commun le fait que les personnes recherchent assez peu la stabilité, mais en revanche, on va avoir des personnes ultra relax, ultra détendues, comme Paul ou François par exemple, et des personnes qui vont être animées d'une tension interne qui va peut-être être beaucoup plus marquée. Et donc, ce qu'on a fait, on a demandé à nos équipes Science-Innovation de mettre en place le calcul d'un indicateur de diversité sur, par exemple, ça peut être sur des shortlists, ça peut être sur des groupes que vous constituez. Donc, aujourd'hui, c'est une feature, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore implémentée, mais sur laquelle on est en train de travailler. Donc là, ils sont partis de ce qu'on appelle le calcul de distance client. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler. Mais en gros, on a la possibilité de calculer la distance de manière mathématique qui existe entre le profil de différents types d'individus. Donc, plus le score est élevé, plus on va avoir une distance qui va être forte, c'est-à-dire des profils qui vont être très variés, très divers. Plus le score va être faible, et plus on a des profils qui vont être très, très, très approchants. Donc, bien évidemment, là où on a un 0, on voit qu'on a une grande diagonale qui part d'en haut à gauche jusqu'à tout en bas à droite. C'est la comparaison du profil de la personne par rapport à elle-même. Donc, heureusement, il n'y a pas de différence. Ensuite, on a pu donc calculer un taux de diversité. Le taux de diversité allant de 0 à 100%. Donc, plus on se rapproche de 0, plus on a des personnes qui se ressemblent, plus on est à 100% et plus on va avoir une diversité totale entre les profils. Et donc là, on a calculé tout d'abord un taux de diversité de chacun par rapport au groupe. Donc, on peut voir par exemple, on a deux lignes, en prenant en compte uniquement Shape, donc qui analyse la personnalité des candidats, et on a calculé ces mêmes indicateurs de diversité en prenant en compte Shape, Drive, mais également Brain. Ça va nous dire en gros la part de différence qu'il y a dans mon profil par rapport au profil de l'ensemble des membres de l'équipe. Donc, on peut voir par exemple qu'on a pour François, donc 87,48% de différence entre son profil et ce qui constitue le profil de l'équipe. Pour Clément, ça sera 61,27%. En tout, donc, lorsque l'on sélectionne des personnes qui sont à 70%, on se rend compte qu'on a près de 70% de différence, de diversité au sein de l'équipe. Et lorsque l'on prend en considération le profil global des individus, c'est-à-dire à la fois leur style cognitif, leur motivation, leur perso, on va monter jusqu'à 80% de diversité. Donc voilà ce que nous souhaitions vous présenter. Donc vraiment, on souhaite insister. Donc tout d'abord, ce qu'a pu vous présenter Aymeric, donc bien comprendre quels sont les différents types de diversité qu'il existe et surtout quels sont les facteurs sur lesquels vous devez agir en priorité si vous souhaitez à la fois avoir des équipes plus diverses, mais également qui vont favoriser la performance au sein de vos équipes, favoriser la réussite au sein des différentes équipes. Et donc, écoutez, maintenant, si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le petit chat. Donc, je vais aller regarder tout de suite si on a déjà certaines questions. Alors, on a une première intervention d'une personne qui nous disait « Bonjour, je suis quand même surprise de la définition d'un profil atypique. » Ah oui, ça c'était juste après la présentation des résultats de l'étude. Donc, tous les critères énoncés me semblent tellement typiques. Oui, c'est clair. Deuxième, comme quoi les recruteurs ne cherchent pas réellement de vrais profils atypiques. Question de Mitieno. J'aimerais réaliser ce Discover Soft Skills et le publier sur mon profil LinkedIn. En fait, c'est très simple, Mitieno. Si vous souhaitez donc compléter Assessor, il vous suffit simplement, vous pouvez le faire en tant que candidat également, il vous suffit simplement de vous inscrire. Vous allez sur www.assessfirst.com et à partir de là, vous cliquez simplement sur créer un compte.
Et vous, lorsqu'on vous demande est-ce que vous êtes candidat ou recruteur, vous dites je suis candidat, vous le complétez et puis dès que vous aurez terminé, vous pourrez le publier tout simplement. Voilà. À quand la prochaine version d'Assess First avec les upgrades? Donc, question d'Ismaël. Merci Ismaël pour la réponse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, on a des mises en production qui sont assez régulières, hein, avec des évolutions, notamment, par exemple, sur la question de l'affinité entre les personnes. Donc, au départ, nous avions une version de cette affinité donc, qui permettait simplement d'avoir un score global. Donc, on vous disait, voilà, le pourcentage d'affinité, est-ce que les personnes sont plutôt différentes, plutôt similaires dans leur manière d'être. Donc là, on a ajouté dernièrement, on a intégré deux nouveaux indicateurs. Donc une affinité, ce qu'on appelle l'affinité plutôt travail, et une affinité plutôt sociale. Donc en gros, le côté social de l'affinité, c'est ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va apprécier de passer du temps ensemble, est-ce qu'on va créer du lien, du liant entre nous, et l'affinité de travail qui est, est-ce qu'on va pouvoir collaborer de manière productive ensemble. Donc ça fait partie des choses que l'on a sorties très récemment. Et donc, à horizon Q1, Q2, donc on va avoir pas mal d'avancées également qui vont être publiées. Donc là, ça sera plutôt en début d'année prochaine maintenant. Alors, question de Charlotte. Donc, est-ce que nous allons pouvoir retrouver ce webinaire sur quelque part? Ouais, alors en fait, il va être publié sur la chaîne YouTube d'Assess First. Donc là encore, je vous invite parce qu'on publie énormément de contenu. Donc ça peut être soit des retours d'expérience client, soit des webinars. Donc vous en avez beaucoup en français, beaucoup en anglais également. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Assess First et je vous encourage à suivre cette chaîne. Comme de cette façon, ça vous permet d'être informé en temps réel à chaque fois que vous avez de nouveaux contenus qui sont à votre disposition. Et j'en profite, ça fera plaisir également à l'équipe Market. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les différents médias. Hein. Donc, on est présent à la fois sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Vimeo. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois, vous tapez Assess First et vous nous retrouvez. Le test réalisé par le candidat sans forcément dans le cadre d'une candidature est-il protégé en termes de données résultats? Sans forcément dans le cas. Ah oui, ok, je comprends. Est-ce qu'il est protégé en termes de données? Oui, bien évidemment. Ça, c'est une de nos préoccupations numéro 1, donc bien évidemment. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à toutes les étapes, donc lorsque vous êtes candidat, que vous ayez été invité par un recruteur ou que vous choisissiez de compléter votre profil par vous-même, vous êtes 100% maître de vos données. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez la possibilité soit de rendre public votre profil, c'est-à-dire que lorsque vous le rendez public, tout simplement, vous allez pouvoir le publier. Celui-ci pourra également, si vous souhaitez, être référencé sur les différents moteurs de recherche, ce qui fait que lorsqu'on tape votre nom, prénom, on peut retrouver ce profil. En revanche, vous avez également à tout moment la possibilité d'enlever vos consentements, donc de retirer le caractère public, de repasser en private, et de cette façon-ci, bien évidemment, là, si vous l'avez déjà publié, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un cliquera dessus, par exemple sur LinkedIn, il arrivera sur une page qui lui expliquera qu'en gros, le profil est repassé en privé. Les candidats ont également la possibilité de supprimer à tout moment leurs données. Donc, vous avez bien évidemment, en tant que candidat, 100% la main sur la façon dont vos données sont utilisées. Alors, on me demande de redonner le lien pour faire le Discover Soft Skills. Alors, je vais vous l'écrire ici. Je vais partager mon écran. Ça sera plus simple. Hop. Donc, vous avez ici, donc, pour compléter votre profil, c'est www.assessfirst.com. Et donc, je vais en profiter également pour vous parler d'un événement. Donc, vous en avez sans doute entendu parler déjà parce qu'on a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux à ce sujet. Donc, le 28 janvier prochain, donc 28 janvier 2020, donc à la Gaîté Lyrique, nous allons organiser donc un événement d'envergure donc qui s'appelle HR on Mars, qui va être consacré au futur de la fonction ressources humaines et au futur de la fonction Talent Acquisition. Donc là, vous allez pouvoir y retrouver, il va y avoir des talks, il va y avoir des ateliers, ça va être extrêmement participatif. Donc, on a pas mal de speakers qui ont déjà signé leur engagement avec nous. Donc, vous pourrez retrouver par exemple Cyril de Rocket School, Camille du groupe SMCP, Benjamin Devos de Colas,
ou encore Nicolas Gaïta, l'école du recrutement, Camille Dunibail, Rodamco, Valentin Fletcher ou encore Jonathan de Talent.io. Donc, on n'a pas encore finalisé le programme à 100%. Donc, on a encore énormément de personnes. Donc, il y a bien qui nous sollicitent justement pour pouvoir intervenir sur ces différents events. Donc, ne ratez pas ça. Ça va vraiment être un event génial. Donc, ça se passera le 28 janvier prochain, donc à la Gaîté Lyrique. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous propose maintenant de clore ce webinaire. Donc, je vais vous remercier de votre participation. Aymeric, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Oui, non, merci à tous d'avoir participé. Et puis, écoutez, comme précisé, vous pouvez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube et puis d'Assess First. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Excellente journée à vous. Au revoir.